Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une petite vidéo avis et petite mini critique, on va pouvoir dire ça comme ça, sur les jeux solo que j'ai joués dernièrement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, en tout cas chez Etrigan ou Zogma, sur des chaînes voilà, de collègues youtubeurs. Je regarde pas toujours toutes les parties, toutes les vidéos, parce que des fois ça peut être assez long, ou, etc. Ou le jeu m'intéresse peut-être un peu moins, ou voilà, je veux un avis concis. Et du coup, j'aime bien cette partie-là en fin de vidéo, souvent c'est souvent comme ça. Les, les compères youtubeurs donnent un peu leur avis, les points forts, les points négatifs, et on fait un petit bilan de tout ça. Et ça permet un peu de juger le jeu, de jauger aussi, de savoir un peu s'il va nous convenir, si tel défaut est prédominant, ça va nous rébuter. Par exemple, moi je sais que j'ai du mal avec les mises en place longues, donc je suis comment dire, je me restreins sur Voidfall par exemple, qui a l'air super, qui a l'air génial, il est dans pas mal de top, il est bien noté, bien critiqué, c'est du Man Clash Game, donc bonne qualité d'édition j'imagine, etc. Mais le problème, ouais, moi je sais que ça va me rébuter cette mise en place trop longue, et donc ce rangement, et pour pouvoir enchaîner des parties, moi ça va être rédhibitoire malheureusement. Donc voilà, d'avoir un peu des informations, des petits points clés sur les jeux, je pense que c'est pas mal. Donc je vais essayer de m'y coller moi aussi, parce que c'est un truc que j'aime bien et que je recherche. Donc je me dis pourquoi ne pas le faire moi aussi. Surtout que avant de faire les vidéos, je m'entraîne quand même sur les jeux. J'essaie d'en faire plusieurs parties. euh, pour un peu dégrossir les règles, voir un peu les soucis de règles, les machins, les trucs. Donc en même temps, je vais sur BGG souvent chercher les réponses à mes questions. Donc ça c'est bien parce que la plupart du temps c'est les auteurs qui répondent directement. Donc au moins on a des trucs fiables, parce que je me dis si je me pose moi ces questions, d'autres joueurs vont se les poser, hein, donc c'est pas, c'est pas déconnant. Et du coup on va faire le petit avis. Alors là, bah, je vais rattraper en fait 5 jeux que j'ai déjà filmés et diffusés sur la chaîne. Donc c'est séance rattrapage. Et après pour les prochaines parties solo, qui seront probablement moins nombreuses l'année prochaine, puisque c'est un format, comment dire, c'est pas que ça attire peu, mais en fait c'est très fonction des jeux. Fonction des jeux, on sait que pour performer sur YouTube, attirer du monde, il faut de la nouveauté, il faut de l'actualité, il faut des machins. Et moi, c'est pas forcément mon optique. Je suis pas fan de toujours acheter. Jouer toujours à de la nouveauté. Non, parce que moi, j'aime bien creuser un jeu. Là, il y a des jeux, j'ai fait 50 parties, 60 parties. Là, celui-là, 20, mais je viens de l'avoir récemment. Là, pour l'instant, c'est caché, hein. Je vous ai fait un système un peu de poupée russe, où la plus grosse boîte cache les plus petites. Et du coup, moi j'ai pas envie d'être dans cette course à l'actualité et tout, ça me saoule. C'est pas du tout mon optique, je vais pas me forcer à faire ça pour plaire à YouTube, etc. Donc je vais quand même continuer mes parties solo, mais il y en aura peut-être moins. Et je vais pas faire comme j'avais fait auparavant, par exemple avec Joe. Encore que Joe, c'est un autre exemple, c'est un cas un peu précis, particulier. Je sais pas, mais, par exemple sur les zombies, dans Love the Dead, ce que je vois là-bas, j'avais proposé une partie sur chaque niveau. Même si ça plaît, ouais, c'est quand même une dose de travail et de temps assez importante pour peu de vues en comparaison. Mais bon, je cherche pas forcément non plus les vues absolument ou quoi que ce soit, monétisation, ouais, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas vraiment ça, mais c'est juste avoir la bonne échelle quoi, entre le travail entre guillemets fourni et le nombre de vues commentaires. J'aime bien aussi avoir des commentaires. J'en ai pas mal, donc moi je suis content là-dessus. Et quand je dis travail, c'est apprendre avec des guillemets, c'est pas, c'est une passion, ouais, une passion qui est assez chronophage. Donc oui, ça, c'est quand même une dose de travail, puisqu'il faut s'organiser en amont pour pouvoir tourner. Moi, j'ai deux enfants, il faut que je les, parce que j'allais dire que je les baillonne entre guillemets. Il faut que je les baillonne, il faut que je m'organise en amont, il faut que je trouve du temps entre le sport, les autres activités et moi, mes envies de jouer aussi. Il faut que je me cale un créneau, il faut que j'ai une bonne luminosité, il ne faut pas qu'il y ait de bruit dans la maison, donc il ne faut pas qu'il y ait de travaux. Là, j'avais des travaux récemment, donc c'était pas possible de jouer par exemple, de filmer. Après, il faut filmer la partie, il faut pas se tromper, il faut l'animer, il faut le mettre sur YouTube, il faut faire entre guillemets un peu de montage. Donc moi ça va, cette étape-là, je la minimise au maximum parce que sinon ce serait ingérable. Donc voilà quoi. Donc ça demande quand même du temps, il faut uploader la vidéo, machin. C'est quand même, ouais, on va dire un peu laborieux. Donc voilà, il y aura des parties sous l'eau, mais peut-être pas aussi intenses qu'auparavant. Je vais espacer aussi les durées des vidéos. Là maintenant je mets une par semaine. Là, peut-être qu'il y en aura deux parce qu'il y a
un format un peu spécial pour ma chaîne qui va arriver. Mais sinon, voilà quoi. Donc voilà, on va pouvoir maintenant attaquer les petits avis, les petites reviews. On va commencer par la plus grosse boîte, la Dirt and Dust. Donc vous en avez vu une partie. Et je crois que la vidéo elle a fait à peu près 400 vues, donc c'est pas négligeable. Pour ma chaîne en tout cas, moi je suis content. Ça a attiré un peu de monde parce que le jeu il est un peu comment dire, pas anonyme, mais ouais, un peu discret quoi. En plus, c'est une nouvelle maison d'édition, Albi. Donc il n'y a pas trop de pub, il n'y a pas trop de machin. Mais moi je suis content d'avoir fait cette vidéo là. Dirt and Dust, je voulais dire un truc, je sais plus. Je sais plus sur ce jeu là. Oui, je crois qu'ils annoncent déjà une extension. Donc je suis curieux quand même de voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Donc à voir, ouais, c'est bien, je trouve. J'aime bien le jeu déjà, ce qu'ils proposent, en termes de mécanique, tout ça. Mais un peu de contenu en plus, surtout que c'est un deck building. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est que deck building égale rejouabilité. Donc pour de la rejouabilité, il faut des cartes. Donc il faut des cartes pour le marché, il faut des cartes de personnages, il faut des nouveaux niveaux, j'allais appeler ça, des nouveaux circuits. Donc ouais, ça c'est facilement le jeu expansionnable, si je peux le dire, extensionnable, je sais pas si ça existe. Donc je prends. Alors qu'est-ce que j'ai noté sur Dirt and Dust? J'ai pris quelques notes pour avoir un peu des éléments en tête. J'en ai fait une dizaine de parties. J'en ai fait qu'une seule en multi, ouais. Une seule multi et 9 solo. Donc moi ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de course atypique finalement. C'est un jeu de course, mais de course de rallye, avec des chronomètres. Et en fait, c'est un jeu de course en fait, où on cherche des points de victoire. Il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de cases comme Hit, ou comme Formula D ou Rallyman, etc. Là, le circuit, il faut un peu l'imaginer, entre guillemets. C'est symbolisé avec des cartes. Il y a 10 cartes par circuit. Et en fait, il faut scorer. C'est là où c'est marrant. C'est un jeu ouais, c'est une course au point de victoire en fait. Selon les actions qu'on va faire et tout, on va gagner des points de victoire. Donc ça, j'aime bien en fait. Voilà, ça twiste un peu le jeu de course. On a matos et rangement impeccable, franchement, rien à dire. Le jeu vaut une cinquantaine d'euros. Et niveau mécanique, c'est solide. Au niveau matériel, on a ce qu'il faut et on a du rangement. Parce que. Ah non, c'est pas dans cette. Non, je voulais comparer avec un autre jeu, mais on verra ça plus tard. Parce qu'il y a un jeu ouais, où je vais, entre guillemets, pousser un petit coup de gueule. Parce que 50 balles, c'est un jeu, il est à peu près du même ordre de prix. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, je m'en fous, je peux vous spoiler. Ce sera une vidéo prochaine. C'est un jeu que j'ai reçu récemment. C'est ça, Coming of Age. C'est un jeu de Danny Garcia, qui a fait Arborea, Windmill Valley et je sais plus quoi. Et Barcelona aussi, j'avais vu. Et je me suis dit, ouais, je vais prendre celui-là parce que sa thématique, en fait, c'est l'adolescence. C'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Donc on fait des activités et tout. Donc ça m'a rappelé un peu la quête du bonheur dans l'idée. Mais là, le rangement, il est horrible, c'est atroce. Enfin, je dis rangement, il n'y a même pas de rangement. C'est des sachets plastiques par dizaines jetés en vrac dans la boîte. Bah, non, moi je peux plus ça. Je peux plus, c'est pas possible. Là, pour le même prix, là, j'ai des rangements, les emplacements pour les cartes, emplacements pour les jetons. Tout est propre, carré, les plateaux sont maintenus et tout. Ouais, je sais pas, il y a un entre-deux. Celui-là est très bien édité du coup. Celui-là, c'est une horreur. Le Coming of Age. Moi, ça me rébute. Honnêtement, ça me saoule le plus haut point. On verra après d'autres jeux. Il y a d'autres jeux aussi qui ont des rangements plus ou moins efficaces. Mais pour moi, ça rentre en compte dans le plaisir et l'envie de ressortir le jeu. S'il est mal rangé, que c'est un foutoir, moi, je vais le sortir 2 fois et ça va me saouler. C'est con, hein. On continue sur Dirt and Dust. Gestion de la voiture. Moi, j'ai bien aimé avec les ressources. Gestion avec les petites clés à molette. En fait, il y a plusieurs petites ressources finalement. Les clés à molette qui servent à manipuler des dés ou à acheter des cartes. Il y avait aussi la gestion des dés de dégâts qui est pas mal. Donc plus on prend de risques, plus on risque de prendre des dégâts, mais c'est pas sûr. Donc là on joue avec les dés. Et c'est vraiment bien. Dans les jeux de course, de toute façon, il faut qu'il y ait une mécanique. C'est corrélé avec la prise de risque. Dans Hit, on a les cartes stress, on a les virages, on peut essayer de prendre un peu plus de risques. Et dans Formula D, c'est avec des dés aussi. Donc il faut prendre un peu de risque pour essayer d'aller plus vite que les autres, que les concurrents. Donc c'est souvent corrélé à la prise de risque et jeux de course. On a la gestion des mouvements de la voiture. Moi j'adore ça aussi. Quand on en va sur les cartes, pour ceux qui ont vu la vidéo, si la carte a deux chevrons gauche, ma voiture va à gauche. Et sur la carte, on voit qu'il y a un virage qui tourne à gauche. Donc c'est vachement. Ouais, on se croit en train de conduire, en train de tourner le volant et tout comme un fou.
J'ai bien aimé cette sensation-là. Pourtant, c'est juste des cartes et des jetons hein, à mettre dessus, mais c'était pas mal. Et enfin, personnage asymétrique. C'est vrai qu'on a 4 personnages, avec chacun. Alors, il y a des cartes communes dans le deck de base, mais ils ont aussi des cartes uniques. Donc 5 cartes uniques sur 10, donc ça veut dire la moitié du deck de départ quand même qui est unique, qui est asymétrique, donc c'est cool. Et chaque personnage, donc il y en a un qui va acheter des cartes plus facilement, acquérir des cartes facilement, un qui va éliminer des cartes, et dans les jeux de deck building on sait l'importance de cette option-là. Il y en a un qui joue avec la notoriété, qui va lui donner des boosts. Et la dernière, elle joue avec les dés de dégâts justement, c'est mon personnage favori. C'est un peu une tête brûlée, elle prend énormément de risques, mais elle peut se prémunir des dégâts, donc c'est vachement bien. Donc, là aussi, il y a un côté, est-ce que j'y vais à fond, est-ce que je fais gaffe à mes dégâts et tout. Elle justement, c'est j'y vais à fond, on verra comment ça passe. Voilà pour les points positifs, donc un jeu ouais, assez unique dans son genre, qui tente d'innover, assez sympa. Non, franchement, je suis content. Par contre, ben voilà, là maintenant on va passer au point un peu négatif. Personnage asymétrique, mais je l'ai marqué en point positif et en point négatif parce que il y a des pouvoirs plus ou moins intéressants. C'est le problème de l'asymétrie, de toute façon. On ne pourra jamais avoir un truc 100% équilibré. Je sais pas, je pense à des jeux comme Root avec des grosses asymétries. Ouais, j'ai quoi qui me vient en tête? Root, bah, dans Sight aussi avec les factions. On sait que faire le 100% équilibrage, je pense que c'est impossible. Donc, ou dans le projet Gaia, par exemple, il y a tous les plateaux ne se valent pas. À haut niveau, je parle. Nous, si on joue et on découvre le jeu, on verra pas les différences forcément. Ou Unmatch, par exemple, voilà, les personnages asymétriques, là, il y avait des grosses différences. Moi, j'ai beaucoup joué à Unmatch et j'avais fait des tournois et tout. Il y a des personnages qui étaient très forts, genre Medusa, le T-Rex, Bigfoot, et des personnages qui étaient très nuls, comme l'homme invisible et tout. Donc, et les pourcentages de victoire, genre avec Medusa, c'était plus que 50%, et l'homme invisible, c'était 24%. Voilà, c'était très compliqué, quoi. Donc, ouais, la symétrie, ouais, c'est un plus et un moins. Parce que là, il y a des pouvoirs en fait, qui sont plus situationnels sur les 4 personnages que je vous disais. Il y a des pouvoirs qui sont mieux en début de partie. Par exemple, celui qui gagne des cartes, il peut gagner des cartes, mais c'est que des cartes faibles, de coup 1 ou 2. Donc il est bien en début de partie pour vite booster son deck, mais après il est moins efficace en fin de partie. Celui qui élimine ses cartes, c'est pas mal. Celle qui évite les dangers aussi. Et la notoriété, je ne l'ai pas essayé lui, le petit, le favori. Je ne l'ai pas essayé celui-là. Donc, je ne peux pas savoir ce que ça vaut. Et je crois que j'avais lu sur BG, je crois que les mecs ils disaient que la notoriété, bah, il faut avoir des points de notoriété pour pouvoir l'utiliser efficacement. Donc si on n'en a pas, on n'arrive pas à en choper, bah, le mec il tombe à l'eau, le pouvoir il tombe à l'eau. Donc voilà, c'est un plus et un moins pour moi. Deuxième effet négatif, enfin, aspect négatif, structure du marché de cartes. Donc en fait, dans le jeu, si on veut, on a 2 marchés, donc de 9 cartes chaque fois. Donc c'est comme, c'est 9 cartes, c'est comme Dominion du coup. Non, Dominion c'est 10. 9 cartes, c'est Ion Send. Donc c'est comme si on avait Ion Send avec 2 marchés, le marché A, le marché B. Et il faut respecter ce truc-là. Alors on peut prendre la deuxième carte du B et la mettre à la place du A, à la place de la deuxième A et tout. On peut switcher comme ça. Mais il faut quand même qu'on respecte les cartes de 1 à 9 parce qu'elles ont une espèce d'équilibre, un ordre de puissance. Je suis pas trop fan moi de ça. Je préfère une mise en place un peu foutraque, aléatoire, comme Dominion, Ion Send et tout. On mélange avec des cartes randomiseurs, mise en place aléatoire. On fait ça et on met les cartes et après ça nous fait un marché aléatoire et on se débrouille avec ça, quoi. Moi j'aime bien moi tout ça. Que là ils ont voulu tout bien équilibrer, machiner. Moi je suis moins fan. Un peu ça rajoute du temps de mise en place, il faut choisir les cartes. Est-ce que je prends le magasin B, le magasin A? Surtout les cartes se ressemblent, grosso modo. Il y a peu de variations entre les deux. Donc en fait c'est plus une contrainte qu'autre chose. Moi je préfère tout mélanger et tout balancer. Alors je peux le faire hein, en tant que règle maison, fan-made. Mais je sais pas, pourquoi ils ont voulu garder une structure très bornée du marché. Je sais pas, c'est comme si à Dominion on nous disait, marché. Alors ouais, je sais qu'il existe des mises en place de marché préconstruits, on va dire. Ils nous disent, il faut qu'il y ait 2 cartes de coup 2, une carte de coup 3, 2 cartes de coup 4, une carte de coup 5. Ouais, ça serait chiant. Pour moi, ça serait chiant. Quoi. Moi, j'aime bien tout mélanger et on balance et on joue comme ça. Tous les joueurs ont les mêmes contraintes au final. Donc je sais pas, cette structure de marché un peu bizarre. Et du coup, ça fait que comme Dominion ou Ion Send, du coup, on a encore que là, il y a moins de variété sur les marchés de cartes. Du coup, j'ai 2 marchés différents, donc j'ai 18 cartes si on veut pour varier, mais ça manque de variété quoi. Il manque un peu d'effets, un peu de trucs. Quoi.
Et enfin, en dernier point négatif, j'ai noté l'automa qui est pas terrible en fait. L'automa il est full aléatoire. Il joue juste avec des dés, il balance. Des fois il fait des gros résultats, il avance à fond. Des fois il fait rien, il avance pas. Je sais pas, c'est. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Alors je sais que l'auteur il a pas eu le temps de énormément développer son solo, donc il a fait un peu comme il pouvait. Ça je l'ai lu sur BGG. Je sais pas, peut-être qu'avec justement avec la venue d'extension, il y a peut-être moyen de rattraper le coup, de proposer un automa un peu plus cohérent et régulier, quoi. Surtout truc qui score pas comme un Maboule ou qui fasse pas zéro pendant son tour. Parce que c'est, je sais pas, j'aime pas trop ce truc-là, je trouve. C'est un peu, voilà, quoi. On dirait automa qui a été fait 5 minutes au bord d'une table, juste avant de clôturer la boîte. Ouais, bah on lance 3D, il avance du nombre de cases, ouais, super. Je sais pas, il gagne pas de cartes, il vient pas de nous embêter, il se passe rien, quoi. Donc dommage parce que ben, moi je l'ai joué 9 fois en solo et une fois multi et ouais la partie multi était bien parce que voilà on a les mêmes contraintes, on joue sur les mêmes cartes, les machins et tout et la partie était très tendue et sur le solo ils appellent ça en anglais swingy je crois. Swingy ça veut dire bah, des fois c'est énorme, des fois c'est tout petit, des fois c'est on sait pas où on va, c'est ouais foutraque. Je pense qu'en français on pourrait traduire comme ça. C'est un peu foutraque quoi. Donc c'est moins engageant du coup. C'est dommage parce que sinon le défi est pas mal. Donc je sais pas. Voilà en tout cas pour Dirt and Dust. Donc on va pouvoir passer au suivant. Le suivant, hop, je vais juste enlever ça. Underwater Cities. Donc là, mince. Là je vais parler que du jeu de base parce que j'ai reçu la nouvelle extension, là, le Data Era. J'ai lu la règle, mais pas encore mis sur la table parce que j'avais mes tables de jeu en fait, sont prises. J'ai plusieurs tables. Il y a celle-ci, là, celle-ci où je filme habituellement. Là, il y a Mistborn que je vous avais normalement présenté. Ouais, j'ai pas la boîte. Il y a Mistborn qui est avec building, donc là je fais des parties pour m'entraîner, je suis à 7 ou 8. Et sur notre table il y a Eternal Deck. Et après il y a la table du salon en bas, mais la table du salon c'est pour les jeux multi. Jeux multi ou jeux familial, mais je peux pas laisser de jeu. Donc là, ici c'est dans la salle de jeu, je peux les laisser. Donc en fait, Underwater City, j'ai pas de place pour y jouer, mais j'ai le site Yukata, qui est une sorte de BGA finalement. C'est un concurrent. Et donc ça me permet de me remettre dedans. J'ai refait 3 parties solo, toutes perdues évidemment, vu la difficulté du jeu. Mais toujours aussi intéressant. Et, euh, et donc j'ai hâte d'essayer l'extension. Et pareil, pour l'extension, je me suis refait une petite fiche d'aide parce que elle amène des nouvelles règles, elle modifie certaines mises en place du jeu précédent. On peut la combiner avec la première extension New Discoveries, mais dans ce cas-là, il faut faire attention à ça. Enfin, il y a plein de petits trucs à bidouiller avant de pouvoir se lancer vraiment sur Underwater City plus les 2 extensions en solo. Il y a des trucs à virer, des tuiles et tout. Donc voilà, je voulais me faire ça tranquillement. En tout cas, moi, ça, c'est un jeu que j'aime toujours autant. Donc, c'est un des jeux euro que je conserve depuis. C'est un des derniers survivants, en fait, chez moi. Parce que moi, le jeu euro, c'est moins ma tasse de thé. Moi, je suis plus orienté sur les cartes. Hein. Là, sur tous les jeux qu'il y a, ouais, c'est des jeux de cartes, majoritairement. Et celui-là, justement, son aspect carte est vraiment mis en avant. À l'instar d'un Terraforming Mars. Ah, enfin, tout le cœur du jeu est sur les cartes. Donc, on a des cartes à effet unique, des cartes qui nous rajoutent des capacités, des cartes de scoring, des cartes de machin. Et en plus des cartes, ben, on va avoir l'espèce entre guillemets, de poste d'ouvrier. On va poser nos jetons, qui sont un peu des ouvriers, sur des sas d'action. Il faudra faire correspondre la couleur des sas d'action avec nos cartes. Et c'est là toute la mécanique du jeu qui est intéressante. Et non, je trouve que le jeu est très élégant. Gestion de ressources ultra tendue. Intéressant aussi en solo. Et franchement, c'est un des derniers survivants. J'ai celui-là et 3 que je joue en multijoueur. Et sinon, non, tous les autres roues sont partis de chez moi. J'ai fini par les revendre parce qu'ils sortaient moins et tout. C'est moins mon style. Donc, mais celui-là, je le conserve. Et l'arrivée de l'extension d'Ataira renouvelle aussi l'intérêt, ça c'est clair. En tout cas, pour Underwater City, donc jeu de base seulement, hein, j'ai noté en point positif que le défi solo était assez excellent, puisqu'il combine des fourchettes enfin une fourchette, non, un objectif plutôt de points de victoire, donc là il faut 100 points, plus l'objectif de construire 7 cités sous-marines. Parce qu'en fait, si on avait que les points, ça serait peut-être moins intéressant. Si c'était juste un jeu où il faut battre son score, ben là j'aurais fait 3 parties, et ça m'aurait saoulé, parce que j'aime pas ce système-là de jeu solo. Et s'il y avait que l'objectif, je sais pas, ouais, on perdrait un truc. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 objectifs principaux, les points et les cités. Alors des fois on réussit les cités et pas les points, des fois l'inverse.
Donc c'est vraiment la galère à tout concilier, mais par contre, dès qu'on y arrive, c'est énorme. Ouais, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais là, c'est vraiment le cas, là. On en chie. Franchement, le pourcentage de victoire là-dessus, il est assez faible, hein. Après, je suis pas exceptionnel, hein, probablement. En tout cas, j'ai marqué aussi que les parties étaient plutôt rapides. Il y a 10 manches, divisées en 3 aires. Donc il y a une aire, la première aire dure 4 tours, la deuxième 3, la troisième 3 aussi, donc ça fait 4, 3, 3, 10. Donc finalement c'est très très nerveux. On joue 3 actions par tour, donc en fait on va jouer 30 actions dans le jeu. Et 30 actions, il faut vraiment... faut pas perdre de temps, hein. Il n'y a pas d'action pour se détendre, se prélasser. Là c'est direct, il faut attaquer fort. Donc le jeu est assez tendu quand même. Gestion de ressources, on est souvent pris à la gorge, c'est la galère. J'ai marqué qu'on peut faire des bons combos quand on pioche les bonnes cartes. Vu que c'est un jeu avec des gros paquets de cartes par air, là ils ont divisé en 3 là. Par rapport à Terraforming Mars, je crois que c'est un seul gros paquet, hein. Wingspan, tout ça. Donc là ils ont divisé en 3 parce que les cartes sont de plus en plus fortes. Et ouais, il y a des cartes qui sont vraiment bien. Si on arrive à les choper pour lancer son moteur, lancer des combos et tout, il y a des cartes qui sont vraiment plus intéressantes que d'autres. Alors au début on a un petit mulligan, donc ça peut nous permettre de retrouver. Non, c'est pas tant qu'on a un mulligan, c'est qu'on a 6 cartes et on en choisit 3. Donc on a quand même 6 choix pour lancer un peu sa partie, donc c'est pas mal. Moi là, j'aime bien l'univers et l'ADA, parce que dans les jeux euro, ça va ouais, c'est souvent des trucs d'espace. Tout à l'heure on parlait de Voidfall, on parlait de Voidfall, Projet Gaïa, machin, c'est de la conquête spatiale, ouais, c'est souvent comme barrage, des trucs un peu industriels, des usines, des machins, des trucs. Là, moi j'aime bien cet aspect ville sous-marine, il faut sauver l'humanité, il faut trouver des ressources et tout, c'est assez concret, quoi. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et là, même l'ADA, les gens trouvent le plateau dégueulasse, les cartes dégueulasses, tout. Franchement, moi j'aime bien. Honnêtement, ça me choque pas, ça me choque pas. Je sais pas. Peut-être bon public. Après, un point positif, j'ai marqué l'extension, la deuxième Dataera. Ouais, en fait, là, je parle plus de la première, parce que la Dataera, je ne l'ai pas joué. Mais j'ai lu les règles, je vois où est-ce que ça va en venir. J'ai lu déjà des critiques et tout. Les gens sont très très contents de Dataera. J'ai marqué extension riche et généreuse. Donc la première qui. Là aussi, les gens se plaignent du prix, mais il y a quand même pas mal de trucs dans la boîte. Il y a les plateaux double couche qui viennent remplacer judicieusement les plateaux simples feuillets là, de la première boîte. Il y a du matériel en plus, il y a des espèces de modules. Donc il y a une espèce de module pour démarrage rapide, avec des tuiles et tout. On a des nouveaux assistants avec des pouvoirs. On a le module du musée, qui rajoute un plateau annexe, des nouvelles règles et tout. On a... qu'est-ce qu'on avait déjà? Après, il y avait les modules, il y avait des tuiles en plus et des cartes en plus. Il y avait le module de la course aux métropoles, qui changeait un peu la façon de jouer de Underwater Cities. Et la course aux métropoles, ou le choix des métropoles, l'espèce de draft. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Et dans l'extension, ils ont rajouté des plateaux, hein, en plus. On a plus de plateaux que dans le jeu de base, donc ils ont vraiment enrichi le truc. Et Dataera, pareil, un peu dans le même. Alors elle est plus petite, c'est une extension plus modeste, une plus petite boîte. Donc elle ajoute là aussi des nouvelles ressources, donc les disques de données, donc des nouveaux bâtiments. Elle amène, en fait, ça corrige un peu, j'allais dire, les défauts d'édition, ça corrige un peu le matériel de la première boîte. Elle amène des petits bâtiments améliorés. Donc là, on a directement des bâtiments améliorés. Au lieu de prendre deux petits bâtiments et de les empiler, et ça pouvait se casser la gueule et tout, là, ils ont mis directement un gros bâtiment, un plus gros, qu'on peut poser sur le plateau, qui ne pourra pas tomber. Donc c'est vrai que c'est une petite amélioration matérielle qui est bienvenue. Donc toujours ça de prise. Donc voilà pour les points positifs, un excellent jeu euro. Et en plus, je crois qu'il a gagné le diamant d'or de son année. Il avait gagné le super diamant d'or, qui est une récompense qui met en. Comment dire, qui compare des jeux experts, en fait, des gros jeux de gestion, gros jeux experts. Donc à chaque fois, je veux dire, il s'en sort bien, hein. Il s'en sort très très bien. Et il a gagné aussi l'EGA Expert Game Award récemment. Donc en fait, c'est un palmarès quand même plutôt impressionnant, hein. Il mérite le respect. Moi je trouve que c'est un excellent jeu. Du coup, dans les points négatifs, ça contrebalance un peu ce que je disais tout à l'heure, à combo quand on pioche les bonnes cartes. Mais justement, quand on n'a pas les bonnes cartes, on peut ramer un petit peu. Donc des fois, on va partir sur un moteur ou une stratégie, un machin, et derrière la pioche ne va pas suivre. Alors il y a des moyens de piocher, de gagner des cartes et tout, mais pas toujours évident. Des fois, on a pas vraiment. Il y a des cartes peut-être qui sont
pas dire obligatoire, mais très fortes. Si on les a pas, ça va être très compliqué. J'ai marqué le matos de la première boîte, un peu cheap, avec les plateaux tout plats, tout fins, les ressources qui se cassaient la gueule, machin. Le plateau qui est un peu fragile. Quand je vois que le mien il commence à accuser des signes de fragilité et d'usure. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, celui-là j'ai fait 50 parties. Alors après, aidé de Yukata. Parce que c'est vrai qu'avec Yukata, j'en ai peut-être fait 30 sur Yukata, facilement. Et 20 en réel, ça me choque pas. 20 en réel, c'est fort probable. Mais ouais, du coup, le matos, un peu bof, quoi. Ensuite, j'ai marqué, les extensions sont bien, mais attention, parce que ça change des petits points de règle par-ci par-là, au niveau des mises en place, des éléments à virer, à remettre. Selon si on joue à 4 ou à 1, c'est pas les mêmes éléments, c'est pas les mêmes règles. On peut jouer avec les marchés publics, qui sont des espèces de cartes course à l'objectif, que en multi, on les a pas en solo. En solo, il faut enlever telle métropole. Voilà, attention, c'est pour ça que je me suis refait une aide de jeu là, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc pas évident d'arriver à se cadrer, de savoir si on joue correct et tout. En tout cas au niveau de la mise en place. Parce qu'après les règles, sinon c'est assez fluide, hein. C'est très très fluide. Il y a peu d'interrogations. Donc voilà, attention quand même à ces éléments-là, toutes ces petites règles. Et surtout là, la dernière Dataera qui ramène les nouveaux bâtiments disques, ouais, les disques de données. Il disait sur les améliorations, donc il y a plein de cartes par exemple du jeu de base qui disent vous pouvez améliorer un bâtiment, ou vous pouvez améliorer une structure et tout, mais du coup il faut prendre en compte que ça comprend aussi les centres de données, les bâtiments de données en fait. Du coup il y a pas, l'illustration ne correspond pas, elle ne correspond pas parce que ça a été ajouté après les éléments de Dataera. Donc il faut quand même avoir ça en tête, se dire ah ouais, je peux pas améliorer que les bâtiments du jeu de base, je peux améliorer aussi les nouveaux. Bon, c'est pas du tout, et même sur le plateau, ils ont mis des tuiles pour le plateau. Mais sur les cartes et certains trucs, non, il n'y a pas, donc c'est à nous de nous souvenir. Donc c'est ça le problème quand on sort une extension après qui change des règles et des éléments du jeu de base, c'est compliqué, il faut pas se louper, quoi. Et enfin, j'ai marqué, là aussi ça contrebalance l'effet positif, c'est un excellent défi solo, mais en fait c'est aussi un défi solo qui est très très dur et qui peut être frustrant, hein. Des fois, arrivé à mi-partie, si on n'a pas fait assez de points ou qu'on n'a pas la bonne production de bâtiments et tout, c'est mort. On peut direct ranger le jeu. C'est assez impitoyable et très très tendu. Alors, quelque part, j'allais dire, c'est bien que ça soit difficile. Après, si le win rate il est de 2%, ça décourage un peu. Mais je pense que ils sont allés un peu fort. Après, il faudrait voir, je sais pas, sur YouTube ou sur BGG, des mecs qui sont vraiment forts et qui peuvent nous prouver qu'on peut gagner un peu plus souvent. Et avec l'extension, moi je me rappelle, je m'étais fait défoncer. Avec New Discoveries, c'était trop dur parce qu'ils avaient. La première extension ajoute les cartes de départ rapide et les éléments, un nouvel assistant et tout, qui est beaucoup plus fort que ceux de base. Mais en contrepartie, le palier au lieu de 100 points, c'est 125. Ouais, c'est improbable, j'y arrivais pas du tout. Et là, par contre, avec Dataera, ils ont baissé le seuil. Maintenant, c'est 115 points, je crois, le premier palier pour réussir à gagner. Il y a 3 paliers en fait, de réussite. On va dire petite réussite, moyenne et grande réussite. Et la petite, on l'acquiert avec 115 points. Donc ils ont baissé quand même, je pense qu'ils ont pris en compte un peu ces avis-là. Les avis de joueurs frustrés comme moi, qui gagnent pas assez souvent. Mais sinon, impeccable. Mais ouais, donc difficulté, ça peut être rédhibitoire. Si on fait 10 parties, qu'on perd les 10, on va se dire, ouais putain, est-ce que j'ai encore envie d'y jouer? Voilà. Voilà pour Underwater Cities. Donc là, juste en jeu de base. Donc on passe au suivant. Alors celui-là, je vais l'aborder rapidement, puisque j'en ai parlé pas mal de fois. Hop. Hop, Invincible Card Game. Donc le troisième volet finalement de la saga Astro Knight, petit frère de Ionsen, des mêmes auteurs. Donc là aussi, deck building coopératif, les mêmes gimmicks que le grand frère, hein. On mélange pas sa main avec sa défausse, on mélange pas sa défausse de cartes qu'on doit repiocher plutôt. Ordre du tour aléatoire, les éléments qui ont fait le succès de Ionsen finalement, combat coopératif, joueur contre un gros monstre, donc un espèce d'aspect boss battle. Moi c'est mon jeu favori de 2025, de par sa nervosité, sa profondeur. Parce que là, on a une boîte qui est complète directement avec. Moi, après, cette boîte, c'est la version Kickstarter avec des extensions qui rajoutent des boss, des cartes et des machins, et des personnages. Donc en fait, c'est vrai que voilà, je parle de la boîte, on va dire, au global avec les extensions. De la première vague, on va dire. Ça nous fait quelque chose de très complet, très cohérent,
Moi j'adore la licence. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention, je sais pas si ça va se voir. Je suis habillé en invincible moi aussi. Comme ça, je me prends pour un super-héros. Mais du coup, ouais, non, j'adore cette série-là. J'ai lu tous les comics. Et j'en ai déjà parlé de cette boîte-là, dans les tops, etc. Là où j'ai été invité chez Wawa Solo. Et j'ai été invité aussi pour l'interview chez Cellocel, où je mettrai les liens peut-être des vidéos si vous ne connaissez pas, si vous avez besoin. Donc j'en ai déjà parlé, voilà, c'est mon top 2025, donc énorme. J'ai fait là, 60, ouais, je crois 60 parties et je les ai enchaînées. Et c'est incroyable. Quelques-unes en coop, peut-être 4 ou 5, et le reste en solo. Parce que ça fuse en fait. Une partie, c'est une demi-heure. Parce qu'après, je vais très vite. Moi, une fois qu'on connaît les cartes, ça va très très vite. Et ouais, ça fuse quoi. Et puis derrière, j'ai un passif sur Iron Sen de plusieurs centaines de parties. Donc ouais, je sais aller à l'essentiel. Et peut-être, allez, on va citer quelques défauts. Il y a quelques défauts d'édition. Et c'est dommage parce que cette société, là, Indie Board and Cards, ils n'arrivent pas à. Comment dire, ils n'arrivent pas à s'affranchir de ces petits défauts d'édition à chaque fois. Là. Il y a toujours des cartes avec des errata, des machins, des trucs. Donc là, ça y est, on n'y échappe pas. Il y a le plateau de Shrinking Rae, donc la fille qui est rétrécie, là, le plateau, la mise en place est faussée en fait. Si on suit cette mise en place là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il y a ça qui est faussé. Il y avait une ou deux cartes, j'ai plus ça en tête. Et après, et là, l'insert, voilà, vu que tout à l'heure on parlait des inserts, alors chez Coming of Age, il n'y en a pas, donc c'est une catastrophe. Chez Dirt and Dust, c'est super, c'est carré, voilà, il n'y a rien à dire. Et là, chez Invincible, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a un insert, mais il est très très mal pensé, très mal foutu. Donc en fait, on peut pas mettre toutes les cartes et les plateaux comme il faut. Donc, très très étrange ce choix d'insert. Donc en fait, je pense que là aussi, il valait mieux rien faire. Pourtant, sur les jeux de cartes, c'est tout con. Hein. Juste à mettre des rangées, des intercalaires et on balance. Hein. Il n'y a même pas à se casser la tête. Là, je sais pas, ils ont fait un truc bizarre. Une espèce d'entre-deux qui en fait qui ne correspond à rien. Donc bizarroïde. Après, oui, Ah ouais, un petit en défaut, par contre, la direction artistique, là, les mecs, ils se sont pas foulés. Hein. Ils ont pris les images de la série animée, de la série, et ils ont balancé les images comme ça. Et des fois, on voit que c'est des images, elles sont pas nettes, elles sont un peu pixelisées, cheloues. Très étrange comme choix, je sais pas. Ouais, cet aspect-là, un peu décevant. Donc moi, je suis fan de la série, donc je passe outre. On va dire, on va dire que je tolère. Et pour quelqu'un qui connaît pas et qui voit les illustrations, il va se dire, oh, c'est pas dingo. Hein. C'est dommage. Après, je sais pas quelle marge de manœuvre ils avaient, dans le sens où c'est une adaptation de licence. Est-ce qu'ils pouvaient redessiner des trucs et tout? Je sais pas. Parce qu'après, moi, j'ai l'autre jeu Invincible, le backbuilding, où là, c'est quand même plus sympa au niveau illustration. Donc, à mon avis, il y avait quand même moyen de faire mieux. Mais niveau mécanique, par contre, en deck building coopératif, donc solo, ça va être compliqué de venir concurrencer une boîte comme ça. C'est tellement rapide et nerveux et intense en combo et en mots-clés, etc. et en combinaison, c'est. Wow. Moi, en tout cas, ça m'a scotché. Donc voilà, pour Invincible, je m'attarde pas parce qu'on a déjà évoqué un peu partout. Hop, Eternal Deck, donc le suivant. Là aussi, hein, franchement, s'il n'y avait pas Invincible Card Game, le numéro serait celui-là, hein, clairement, parce que là, on est sur un gros coup de cœur. Donc c'est un jeu issu aussi de financement participatif et là localisé par Pixie Game. Il a eu pas mal de retard parce que moi je l'avais en wishlist depuis X temps. Il y avait marqué une date mais à chaque fois elle était repoussée, etc. Donc, c'était un peu frustrant. Donc dès qu'il est sorti, je me suis jeté dessus et franchement je ne regrette pas. Donc là aussi direction artistique assez unique. Et par contre là pour moi elle est travaillée, elle est magnifique. Le matériel somptueux avec le plateau en tissu, la tonne de cartes, les jetons en bois, l'univers visuel. Ce jeu, moi, il m'inspire énormément. Je trouve qu'il a une philosophie, ce jeu de. Je sais pas. Il y a un truc, il est élégant, il est simple, accessible. En même temps, il est challengeant. Le solo, il tourne nickel. Le multi, il est trop bien. Enfin, moi, j'ai joué jusqu'à 3 maxi. À 3, à 3, c'est assez dur quand même. Je pense qu'à 4, c'est plus simple. À 2, c'est génial aussi. Ma femme me demande d'y jouer souvent, alors qu'elle joue moins que moi. Franchement, pour moi, c'est le jeu de l'année.
Enfin, c'est le jeu de l'année, on va dire, au sens large. Parce que Invincible Deck Building, ça, c'est un peu une catégorie, on va dire, niche. Parce que c'est jeu en anglais. Euh, ouais, c'est coop, bah, lui aussi, c'est coop, remarque. Mais peut-être que ouais, Invincible est un peu plus niche quand même. Celui-là, pour du grand public, pour moi, c'est le jeu de l'année, clairement. Jeu à communication limitée, jeu coop là aussi. Et c'est franchement, le gameplay est tout simple. Il faut jouer des cartes, des suites de cartes. Et en respectant des contraintes. De couleurs, de valeurs, de machin. Des fois, il y a d'autres contraintes avec les éternels qui nous bloquent. Et je sais pas, dans ce jeu, il y a une philosophie. Moi, ça me parle, je sais pas, de parcourir ces chemins, des sentiers. On dirait que. Ouais, on dirait c'est un peu une allégorie de la vie. On voit qu'il y a des difficultés, qu'il faut s'entraider avec les copains, on peut pas y arriver tout seul. Que, je sais pas, quand on arrive au bout d'un chemin, on pense avoir fini et finalement, on revient à zéro. Et il faut redémarrer le chemin et c'est encore plus dur. Mais on a plus de cartes, donc on s'est renforcé. Je sais pas, on s'améliore du coup. On peut s'entraider avec les cœurs. Moi, je vois aussi que quand on est bloqué par exemple sur un problème, il y a toujours une solution. Ce jeu-là, il nous l'apprend. On peut jouer une recette, on peut jouer dans la rivière, une carte simple. On peut jouer sur plusieurs sentiers. En fait, quand il y a un problème, aussi bien dans le jeu que dans la vie, hein, pour moi, on peut toujours le contourner. Il y a toujours une solution. Voilà, ce jeu, moi, je trouve qu'il met ça en valeur, il met ça en avant. Je sais pas, il y a plein de sentiments quand je joue. Ouais, je suis à fond dedans. Franchement, un jeu incroyable. Et encore, je ne vous ai pas parlé de tous les paliers et tout. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, plusieurs paliers, avec à chaque fois des règles qui évoluent. Il y a un mode histoire en solo créatif. Bah, le jeu c'est généreux, mais c'est incroyable. Pour un prix si bas, autant de matériel, autant de générosité, autant de rejouabilité. Bah, voilà. Bah, du coup, bah, en fait, ça rejoint tout ce que je vous ai dit là, ça rejoint mes points positifs. J'arrive même pas à me relire. Accessibilité, mais défi. Défi néanmoins, la DA et l'univers, ouais. Générosité rejetée, matos et le rangement top, le petit prix, quand même, qui a souligné. Ah, il y a une différence pour moi qui voit mal les couleurs. Je suis un peu daltonien. Sur les bleus et violets, ils ont mis l'icône à changer un petit peu. Au début, j'avais pas remarqué ça. Donc je galérais. Et dans ma vidéo, d'ailleurs, je galère. Alors qu'il y a une petite icône quand même qui permet de se repérer. Donc merci d'avoir pensé à ça. C'est tout con, mais il y en a qui ne le font pas. Et je comprends pas d'ailleurs qu'on ne le fasse pas. On sait très bien. Il y a beaucoup de joueurs, plus qu'on ne le croit, qui sont daltoniens. Et je sais pas, ça coûte pas grand chose de mettre cette petite aide là. Donc merci. Le matos, machin, tout, ouais, il y a que des points positifs en fait. Tout, là j'arrive pas à relire. Bon, je sais pas. Ouais, j'écris tellement bien que je peux pas me relire. Après un point négatif, bah, alors je sais qu'il y a un errata que Pixigame a édité vite mis en ligne, mais moi c'est bizarre, quand j'ai lu la règle, je suis pas tombé dans le panneau, on va dire. J'ai directement compris la bonne règle, alors qu'elle était pas bien écrite. Enfin, pas bien écrite. Alors que dans la règle, il y a un errata en fait. Elle est pas bonne si on la si on la lit telle quelle. Mais je crois que j'avais regardé une partie, donc peut-être que c'est pour ça que je suis pas tombé dans le panneau. Le fait que si on n'a plus de cartes, et qu'on en a par contre en main, on peut encore jouer. Alors que dans le livre de règles là, actuellement, ils nous disent si on n'a plus de cartes dans notre deck, on meurt directement. Mais non, c'est pas ça. C'est que si on n'a plus de cartes dans notre deck, dans notre main, qu'on ne peut pas jouer. Parce que si on n'a plus de cartes dans notre deck, si on en a encore en main, on peut encore résister. Et des collègues peuvent nous donner encore des cartes. Donc en fait, on peut encore un peu traîner. Et qu'est-ce que j'ai en point négatif, alors ouais, voilà, il y a ce petit errata là. Mais bon, une fois qu'on sait, c'est bon. Et j'ai marqué petite règle qui change parfois quand on change de palier. Moi, des fois, je sais pas si c'est pas bien écrit ou si c'est moi qui comprends mal. Des fois, je comprends pas bien le truc, donc je suis obligé d'aller voir des vidéos sur YouTube en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur et pour m'y référer. Parce que des fois, ouais, je comprends pas bien la mise en place ou le machin et tout. Je sais pas si c'est les mots utilisés. La fois, j'avais regardé en anglais aussi, les règles en anglais, pardon. Et c'était mieux, voilà, je trouve que c'était plus direct, plus compréhensible. Donc je sais pas si c'est la trad de Pixie Game qui foire ou si c'est moi qui comprends mal. Mais voilà, donc attention aux petites règles qui changent, parce que des fois, ouais, on va nous dire cette carte, faut la mettre là, à la place de celle-là, mais celle-là, elle a plus le même effet, elle fait l'effet de machin, de bidule, le truc. Donc, des fois, on se dit, waouh, ça va être chaud à tout se rappeler. Surtout qu'on doit déjà se concentrer pour bien jouer et pas faire de conneries, avec toutes les contraintes. Quand on a beaucoup d'éternels en haut qui nous mettent plein de contraintes, plus la contrainte des sentiers,
plus le machin, je dis, wow, ça fait quand même pas mal. Mais hormis ça, voilà, des petites règles à bien faire gaffe. Et le petit errata. Mais sinon, il n'y a rien à dire, hein. C'est un excellent cru. Après, là, j'enlève. Alors, je ne l'ai plus, le jeu dont je vais vous parler, là, le dernier, le cinquième. Je ne l'ai plus. Hop, attendez. Je me remets les chaussons. Hop, voilà. Je l'ai plus, mais c'est pas parce que c'est un mauvais jeu que je l'ai plus, c'est parce que moi, je veux garder assez peu de jeux finalement dans ma ludothèque. Et donc, dès que j'atteins un certain seuil, je suis en alerte rouge. Là je suis déjà au-dessus du seuil. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que des fois, j'achète des jeux vraiment pour la chaîne, pour avoir de la nouveauté. Comme on disait tout à l'heure au début, il faut de la nouveauté, il faut de la variété sur les jeux et les vidéos. Sinon, si je présente 25 parties de Hit ou de Slay the Spire, les gens, au bout d'un moment, ils en auront marre. Ils vont fuir. Donc, je suis obligé d'acheter des jeux, enfin, obligé. Ou d'en louer. Enfin, je suis obligé de présenter des nouveaux jeux, en tout cas. D'une façon ou d'une autre. J'ai vu que les parties en ligne sur BGA ou sur Steam et tout, ça ne me plaisait pas, donc ça, je vais arrêter. Même si c'était pratique pour présenter des jeux comme Mindbug par exemple, qui n'a pas de mode solo, c'était la bonne occasion de le présenter sur ordinateur. En tout cas, donc là le jeu dont je vais parler c'est Decker, dont j'ai fait la vidéo, j'avais fait 7 parties je crois, et c'était vachement sympa. Donc Decker c'est le remake de Renegade, de Richard Wilkins. Je crois que c'est Ricky Royal sur YouTube, c'est un youtubeur assez connu dans l'univers jeu solo. Et en fait, Decker, la mécanique, enfin pas la mécanique, pardon, la thématique un peu cyberpunk, un peu chelou et tout, moi c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec tout ce jargon et tout, mais par contre je suis content d'avoir découvert ce jeu-là, parce qu'on avait dit du bien et tout. C'est assez quand même inspiré de Mage Knight, donc c'est l'auteur qui le dit directement, pour le côté deck building, qui nous sert à nous déplacer, à faire nos actions, tout ça avec les cartes. Il y a aussi un aspect un peu de Spirit Island ou Pandémie, selon notre choix, de gestion de crise. Donc il y a du danger qui apparaît sur la carte. Le danger va se propager, il va falloir le résoudre, le résorber, il va falloir s'organiser, donc se déplacer et tout. Donc ça, j'aime bien. Le jeu, donc c'est un jeu coop. Moi, j'ai joué qu'en solo. Peut-être que j'aurais dû peut-être essayer le coop en jouant solo, en prenant 2 persos, parce qu'il y avait de la synergie, j'ai vu sur des cartes et tout, des fois on disait vous pouvez donner tel bonus à un autre decker, qui sont les personnages du jeu, et moi en fait en jouant solo j'avais pas ces effets, donc je suis un peu passé peut-être à côté de certains trucs. Donc celui-là je l'ai revendu parce que j'ai fait cette partie, j'ai fait la partie solo pour la chaîne, et après j'avais fait 2-3 parties comme ça pour m'amuser en dehors avec d'autres règles, d'autres personnages et tout, pour voir un peu la richesse. Alors j'ai pas tout vu, parce que là aussi le jeu, comme un Eternal Deck, est petite boîte, pas mal de contenu, rangement top, et très généreux. En rejouabilité, en générosité, il y avait des boss, il y avait des scénarios, des machins, des modules optionnels, des variantes. Incroyable de se dire, putain, moi je donne ça, et en échange on me donne ça. C'est énorme. Incroyable. Donc franchement, ouais, dans les points positifs, rejouabilité, générosité du matos. Le défi tactique, très dense et concentré en fait. On n'a que quelques tuiles. On n'a pas énormément finalement de règles, selon le scénario, selon l'espèce de boss qu'on choisit, là, le Super Mega Computer, le SMC, qui était la grosse carte. Là. On prend notre grosse carte de boss, on prend nos personnages, et voilà, et après c'est parti. Quoi. Donc la mise en place, 3 minutes, on peut enchaîner les parties, il y a quand même de la tactique. Les personnages sont recto verso, pour chaque couleur, donc ça veut dire que je crois qu'il y avait 5 persos, ouais, pour 5 couleurs, donc multiplié par 2, ça fait 10 possibilités quand même. Non, franchement, moi la boîte, en fait, je m'attendais à une grosse boîte au début. Quand je l'ai reçue, j'ai vu un petit truc comme ça, j'ai vu, putain, c'est. Je dis, ah ouais, d'accord. Et après, quand on ouvre, qu'on voit la tonne de matos, ouais, putain, c'est top quoi. Donc, ouais, dans les aspects plus, j'ai marqué la mécanique qui est assez simple finalement. Au niveau, c'est du deck building et même dans le. Comment dire, dans la structure des tours et tout, je trouvais ça assez fun. On a des manches. Chaque manche, on va jouer 3 tours. Et après, la manche se termine et on doit valider l'objectif. L'objectif de la manche. Donc, moi, sur les parties que j'ai fait, à chaque fois, il y avait 3 objectifs. Mais j'ai vu, il y a des parties plus longues potentiellement où on pouvait monter à 4 ou 5 objectifs. Et donc autant de manches. Donc, c'était vachement bien. J'aime bien, c'est concis, c'est carré, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut échouer l'objectif de la manche 1, réussir le 2, et il faut réussir le 3. Parce que le 3, c'est le final, c'est l'objectif obligatoire. Mais je veux dire, on peut se chier sur les premiers objectifs et quand même réussir le 3. Et moi, c'est ce que j'avais fait sur une partie.
L'objectif 1, il était trop compliqué, il me saoulait, donc j'avais dit ouais c'est bon, je le zappe. Le 2, j'avais essayé de commencer à travailler, pendant la manche 1, j'avais travaillé pour l'objectif 2, parce qu'on peut les regarder avant ou pas, ça aussi c'est une variante. Moi je l'ai regardé parce que le jeu est quand même difficile. Donc j'avais travaillé pour le 2, j'échoue aussi le 2 de justesse, enfin de peu, je me dis ah merde, j'ai échoué. Je regarde le 3, je dis ah putain, si je tente le tout pour le tout, je peux peut-être le réussir. Et j'avais réussi in extremis. Donc là c'était une partie mémorable. Donc il y avait beaucoup d'éclats là-dessus. Donc assez cool quoi. Donc ça c'est les aspects positifs. Aspect négatif, bah, je vais mettre le thème et l'univers. Hein. Franchement il faut accrocher. Hein. C'est assez spécial, on se balade sur des serveurs, il faut installer des programmes, des machins. Ça fait penser à Netrunner aussi, pour ceux qui aiment, ceux qui aiment Netrunner, je pense qu'ils aimeront ça. Moi c'est vraiment pas dans mes trucs favoris. Hein. Moi je suis plus fantasy, science-fiction on va dire au sens large, ou autre, ou super-héros. Tout ce qui est Marvel, machin, moi ça me parle, ou les Invincibles. Et là, c'est compliqué. Et du coup, bah, pareil, le jargon utilisé, la direction artistique, c'est. Alors, c'est bien parce que ça fait une cohérence. Hein. Tout est cohérent, mais le jargon et tout. Quand je crois qu'ils l'ont adouci pour cette boîte-là, là, pour ce remake. Parce que je crois que sur le Renegade, donc la première version, c'était encore pire. Donc là, ça va, ils ont été gentils. Et ouais, j'ai marqué qu'en solo, par contre, ce que je disais tout à l'heure, on perd quelques effets. Et c'est dommage de ne pas avoir, de pas avoir bossé dessus. C'est-à-dire, il y a marqué. Et ce sera aussi le défaut dans Mistborn qu'il y a là. C'est que il propose un mode solo, donc c'est bien. Hein. Vous pourrez dire, il y a le mode coop et vous le jouez en solo. Voilà, on pourrait très bien. Là, ils mettent un solo où on peut jouer qu'un personnage, ok. Sauf que des fois, il y a des effets. Ils disent, vous pouvez donner tant de machin à un autre decker. Et en fait, dans la règle, il n'y a pas marqué si je suis solo, l'autre decker, l'effet il tombe à l'eau ou je le récupère moi l'effet. Il n'y a rien de marqué. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû dire ou si vous êtes en solo, vous avez ça en échange. Je sais pas, vous faire une petite variante, voilà. Là, il n'y a rien qui a été pensé. Hein. C'est, le jeu, en fait, il est coop, quoi, le jeu. Il y a un mode solo, mais il est coop. Il y a plein de cartes qui tombaient à l'eau. Moi, quand je voyais le marché sur des cœurs, je me dis, cette carte, elle est bien, ouais, mais elle est bien si je joue à 2 ou à plus. Donc là, elle me sert à rien et tout. Un peu dommage, je sais pas. Vu qu'ils veulent mettre en avant le solo, il faut penser à tous ces points-là, quoi. Et j'ai marqué pas mal de micro-règles et de trucs à penser quand même. Hein. Finalement, c'est un petit jeu. La structure globale, elle est compréhensible facilement et tout. Mais par contre, il y a plein de mini-règles, plein de petits détails, de machins. On a un truc rouge, on peut pas mettre un jaune. S'il y a machin, s'il y a un méchant, les sparks noirs, on peut rentrer dessus. Par contre, s'il y a un gardien, on peut pas. Si le spark il est blanc, il nous recouvre un truc. Ouais, évidemment, ça fait beaucoup de règles quand même, beaucoup de micro-règles à se rappeler. Donc là, le problème, c'est qu'on risque de jouer dans le zappé, de faire des errata, de se tromper et finalement de fausser sa partie. Donc c'est un peu dommage, même qu'il y avait des aides de jeu et tout, un peu complexe quoi. Ouais, là, ça je l'avais mis en point positif, mais le matos et le rangement sont nickel. Voilà, c'est pareil, là il y a eu un effort de fait avec des petites boîtes de rangement et tout, pour un prix très contenu. Je me dis, voilà, il y a moyen quand même de faire quelque chose. On ne peut pas laisser des boîtes en bordel comme ça, c'est pas possible. Selon moi. Donc voilà, on arrive au bout des 5 jeux. Donc au moins ça fait le rattrapage un peu des dernières vidéos. Et maintenant, les avis seront directement inclus en fin de vidéo. Comme ça, là j'ai déjà préparé pour Mistborn, il faut juste que je filme ma partie. Mais tout est prêt déjà. Tout est prêt, voilà, pour la vidéo. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. La prochaine vidéo, ça sera peut-être la vidéo bonus. Et la prochaine grosse vidéo, ce sera la vidéo des tops 2025. J'ai préparé plusieurs tops, plusieurs catégories, tout ça. Donc là, je vous invite à suivre ça, cet événement. Et dans les tops, on parlera de 58 jeux. Donc là, il faudra prévoir du temps. Ça risque d'être long. Voilà. Bonne journée à tous, à la prochaine.